Bruno Poisa, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici pour nous présenter Parlons Ladakhi, tibétain occidental, paru aux éditions L'Harmattan. Merci. Euh, je suis mathématicien, donc c'est un peu étonnant que j'écrive un livre pour apprendre une langue tibétaine, mais je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, cette langue est parlée au Ladakh. Le Ladakh est le district le plus au nord de l'Inde, c'est dans l'Himalaya, entre 3500 et 4000-5000 mètres d'altitude. Et c'est une région qui est visitée par de très nombreux touristes chaque année, surtout l'été. Principalement des touristes indiens d'ailleurs, mais il y a beaucoup de touristes européens et américains et un très fort nombre de touristes français. Alors ces touristes, qu'est-ce qu'ils viennent y faire? Principalement, ils viennent marcher dans la montagne, entre 4000 et 5000 mètres d'altitude. Ils s'en donnent à cœur joie. Ils font aussi de la moto, du vélo, des tas de sports. Et puis il y en a d'autres qui viennent méditer dans les monastères bouddhiques ou qui se consacrent à des missions humanitaires, des œuvres caritatives. Bien. Mais c'est ce pays que les touristes considèrent comme leur terrain de jeu favori et qui leur plaît beaucoup, qu'ils admirent beaucoup, est aussi habité par des gens qu'on ne peut pas totalement ignorer. Et la meilleure façon de tenir compte d'eux, c'est d'apprendre leur langue, qui est encore très vivante. Le Ladakh est peuplé d'à peu près 300 000 résidents permanents, et dont près de 200 000 ont pour langue maternelle un dialecte tibétain, le dialecte tibétain en fait le plus occidental. Le tibétain est parlé sur un immense territoire, depuis le Pakistan jusqu'au Tibet central, la province du Tibet en Inde, en Chine, excusez-moi, et aussi bien au-delà en Chine. C'est un territoire absolument immense et il y a environ 6 millions de gens qui emploient des dialectes tibétains qui dérivent d'une même langue ancienne, mais les gens qui parlent des dialectes différents ne se comprennent pas entre eux. Les Ladakhis, du point de vue religieux, sont partagés en deux confessions, les musulmans et les bouddhistes. Les musulmans sont un tout petit peu plus nombreux que les bouddhistes. Mais la langue des musulmans et celle des bouddhistes est exactement la même et elle est très proche des Tibétains musulmans qu'on appelle les Baltis, qui vivent de l'autre côté de la ligne de cessez-le-feu au Pakistan. Et maintenant, je donne quelques détails sur mon livre. Alors, je commence par un chapitre assez court, c'est-à-dire l'essentiel du livre. C'est l'apprentissage du dialecte du Ladakh pour des non-spécialistes, pour les voyageurs. Mais je commence quand même par une petite introduction au pays. J'explique où c'est, en quelques pages. Ensuite, je donne les moyens d'y aller. J'explique comment on fait pour, une fois qu'on a atterri à Delhi, la capitale fédérale de l'Inde, comment on monte au Ladakh. Je recommande d'y monter en autobus en quelques jours, plutôt que d'atterrir à Leh, la capitale du Ladakh, en avion, parce que c'est à 3600 mètres d'altitude. Et si vous passez directement à 3600 mètres, vous devez vous accoutumer à l'altitude et il est recommandé de rester couché, de rester étendu pendant au moins 24 heures. Et c'est seulement après ce temps que vous retrouvez votre souffle. Vous n'avez pas à faire ça si vous montez en 4 ou 5 jours
par autobus, par des routes extrêmement pittoresques, jusqu'à la capitale, jusqu'à Leh. Ensuite, je donne une liste des monastères et des monuments anciens du Ladakh qui sont absolument passionnants. Il y a des peintures qui datent de l'introduction du bouddhisme au Ladakh qui sont absolument bouleversantes. Et c'est bête d'aller au Ladakh en les négligeant, de passer à côté sans aller les voir. Mais ce n'est pas un guide touristique. Je vous donne simplement les moyens précis, les moyens de vous rendre sur place, soit en autobus, soit au bout d'un petit trek pour arriver au pied des monuments. Et là, vous êtes libre de les apprécier, de savoir, de vous documenter vous-même pour savoir en quoi ils consistent. Enfin, je donne une liste de 6 petits treks bien classiques dans la vallée de Leh, dont certains quand même montent jusqu'à 5000 mètres, mais que vous pouvez faire tout seul, que le voyageur peut faire tout seul, c'est-à-dire sans guide humain. Avec des cartes, on peut aller marcher de village en village, et en dormant chez l'habitant pour un prix modeste. Et c'est beaucoup plus intéressant de faire ça, et si possible de s'attarder dans les villages pour participer à la vie des villages, de faire ça tout seul, en marchant tout seul, car on a un contact infiniment plus proche avec les habitants que si le voyage est organisé par une agence. Par contre, il y a d'autres treks auxquels je fais allusion dans des notes, qui nécessitent la location de services d'une agence pour transporter votre matériel, pour transporter des tentes et transporter de la nourriture, des treks qui sont très difficiles, que vous pouvez faire tout seul si vous êtes allergique aux agences de voyage, mais si vous les faites tout seul, il faut que vous soyez un montagnard expérimenté et familier de la marche en haute montagne. Alors passons à l'essentiel du livre, c'est-à-dire l'apprentissage de la langue ladakhi pour vous permettre, même si vous ne restez pas très longtemps au Ladakh, de communiquer directement avec les habitants, plutôt que d'employer l'anglais ou l'hindi ou l'ourdou, qui ne sont pas toujours très bien compris par les habitants des villages. Donc, un premier chapitre, c'est la grammaire. On doit passer par la grammaire quand on apprend une langue tibétaine, parce que c'est extrêmement différent des langues européennes. Et si vous avez simplement un guide de conversation, vous ne pourrez rien en faire si vous n'avez pas un exposé de la structure de l'Ladakhi. Là, je ne donne pas de détails, mais cette grammaire, je l'ai faite à partir de différentes sources, plus mes propres observations, et si vous l'étudiez, si vous la lisez, vous gagnerez beaucoup de temps. Il y a d'ailleurs des exemples dans la grammaire. La difficulté de la grammaire va en croissant. Et après la grammaire, il y a un guide de conversation qui vous apprend à saluer les gens, qui vous apprend les codes de la politesse traditionnelle, dont il a d'ailleurs été question dans le chapitre sur les treks. Je vous explique un petit peu comment on se comporte quand on est dans une maison au Ladakh, sans que ce soit très compliqué. Les gens sont très gentils, mais enfin il vaut mieux éviter de faire les choses qui peuvent les choquer, même si maintenant ils sont habitués à fréquenter des étrangers. Donc un guide de conversation qui vous met dans des situations tout à fait vraisemblables. Ça commence par les salutations aux gens qu'on rencontre au cours du chemin.
Au milieu, il est question de nourriture, comment louer une chambre d'hôtel, comment trouver un gîte rural. Et le dernier item dans le guide de conversation, ça s'appelle La clé du monastère. Et c'est une situation tout à fait fréquente. Un touriste ou un groupe de touristes arrive dans un village après une longue marche, soutenu par l'espoir de visiter un vieux monastère dans ce village, et ils sont à la recherche de la personne qui détient la clé. Et là, c'est extrêmement utile de pouvoir s'exprimer en ladakhi. De même, si on prend un bus, enfin, toutes les situations de la vie normale des touristes sont envisagées. Ensuite, il y a un chapitre sur l'écriture du ladakhi, et je vous apprends tous les trucs pour apprendre l'écriture tibétaine et éviter ces différents pièges orthographiques. De ce point de vue-là, c'est un ouvrage assez rare et précieux. Il y a des petits textes pour enfants qui sont commentés et traduits. Et enfin, je termine par un dictionnaire français ladakhi et ladakhi français qui est classé non pas dans l'ordre de l'alphabet tibétain qui est un peu compliqué, mais dans l'ordre d'une transcription latine et qui est tout à fait adapté à l'usage d'un voyageur ou d'un débutant dans la langue du Ladakh.